Après la phase de l'oviposition par le facehugger, il en résulte la première forme du XX-121, nommée par la désignation du chestbuster. La nymphe qui grandit dans le corps de l'hôte suggérerait d'après nos observations que celui-ci emprunte du matériel génétique de son porteur pour faire face à son environnement. Grâce aux produits immunosuppressifs libérés par le facehugger, la larve contient la résistance chimique nécessaire pour combattre le système immunitaire de l'hôte. Quelques heures, voire quelques minutes plus tard, le chestbuster absorbe suffisamment de nutriments pour garantir sa croissance accélérée. Après la durée variable de l'oviposition du facehugger, celle du chestbuster peut aussi apporter son lot de surprises. Les observations sur l'origa nous démontrent que la nymphe peut avoir une durée de gestation très différente selon le type d'hôte et de l'environnement. Malgré ça, aucune réponse n'a pu être apportée pour le moment pour savoir si une différence peut être constatée entre la gestation longue et courte et l'incidence que cela peut avoir sur l'embryon. Certains avaient des membres déjà développés avant de naître, d'autres pouvaient courir, pendant que quelques-uns n'étaient encore que des larves serpenteuses. Il est en tout cas sûr que le type d'environnement et de métabolisme soient des facteurs déterminants. Même avec l'apport génétique de l'hôte, le chestbuster maintient sa propre intégrité génétique. Il n'absorbe en réalité uniquement les caractéristiques lui permettant de survivre dans l'environnement de son porteur. Il pourrait absorber également une partie de son intelligence et de ses aptitudes. D'après les scanners, la mâchoire intérieure commence à se développer quelques minutes après l'implantation. Le crâne sera lui, dans le plus courant des cas, dépourvu d'yeux. La variation du xénomorphe runner sur Fiorina 161 n'a pas bénéficié de scanner ni celle de Planète 4. On ne peut donc pas confirmer si cette spécificité est commune à toutes les nymphes. Lorsque le chestbuster est suffisamment résistant, il commence à se frayer un chemin vers l'extérieur grâce à ses mâchoires tout en se propulsant simultanément à l'aide de sa queue. On suggère qu'il pourrait également sécréter une enzyme servant à dissoudre ou ramollir les os de la cage thoracique. L'hôte meurt suite au choc traumatique et à l'hémorragie sanguine. Chacune des observations nous montre que le chestbuster va constamment chercher ensuite à s'isoler pour se développer à l'abri. Pour des raisons encore obscures, le développement de l'embryon se fait sans que l'hôte ne puisse le sentir et soit conscient de son existence, ce qui en fait un organisme parfaitement constitué, lui permettant de naître dans le plus grand des calmes. Sa croissance sera ensuite grandement aidée par la présence du pathogène à l'intérieur de son ADN. Aujourd'hui, nous ne connaissons aucun moyen permettant de retirer convenablement le chestbuster de son hôte sans séquelles traumatiques. Mais nous pouvons affirmer que malgré la présence du pathogène, lorsque le porteur est placé en hypersommeil, le développement de la nymphe est considérablement ralenti.